Dès les premiers jours des troubles, les gens ont commencé à quitter l'Iran. Peu à peu, cela s'est transformé en un exode massif de personnes venant de différentes régions du pays. Certains prennent le bus pour se rendre à la frontière, d'autres utilisent leur propre véhicule et il y en a même qui traversent à pied juste pour pouvoir quitter le pays. À la frontière de l'Arménie, on voit l'arrivée continue de personnes, fatiguées et n'emportant que ce qu'elles peuvent de porter, toutes ayant la même raison, survivre. À l'intérieur de Téhéran, la situation est différente car de longues files de véhicules s'étendent sur plusieurs kilomètres. Il y a des vitres brisées sur la route, de la fumée visible dans différentes parties de la ville et le bruit des explosions est presque incessant. Ce n'est plus une vie normale, c'est pourquoi de plus en plus de gens partent. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Les grandes villes comme Téhéran, Ispahan et Tabriz sont devenues des centres de départ, où chaque jour des milliers de voitures se dirigent vers le nord du pays parce que tout le monde veut s'éloigner des troubles. Selon les données, rien que pendant les 2 premiers jours de la guerre, plus de 100 000 personnes ont quitté Téhéran immédiatement. Une ville avec une population de 14 millions d'habitants et, au fil du temps, de plus en plus de gens partent. Ceux qui ont la capacité de quitter le pays se dirigent directement vers les frontières comme la Turquie et l'Azerbaïdjan. En seulement 10 jours, des milliers d'Iraniens ont traversé la frontière turque, certains en voiture et d'autres à pied. À la frontière d'Astara, en Azerbaïdjan, le flux de personnes est également continu, c'est bondé et les arrivées ne s'arrêtent pas. Certains passent aussi par l'Azerbaïdjan. Ils veulent atteindre l'Arménie, même si la route est plus longue du moment qu'ils peuvent partir. Le 12 mars 2026, il a été rapporté que la plupart des gens cherchaient simplement un endroit sûr. À l'intérieur du pays, on estime qu'environ 3,2 millions de personnes ont quitté Téhéran et d'autres grandes villes pour se rendre vers le nord et les provinces. Ils se rendent dans les montagnes, dans les zones rurales et dans des endroits éloignés du centre des troubles. Mais même là-bas, la sécurité n'est pas garantie. À mesure que le nombre de personnes qui partent augmente, il devient de plus en plus évident que cela pourrait conduire à une grande crise humanitaire, car il ne s'agit plus seulement d'un déplacement, mais de l'effondrement de la vie normale. Téhéran, qui était autrefois une ville animée et bruyante de 14 millions d'habitants, est maintenant devenue l'épicentre de la crise. Beaucoup de gens se cachent dans différents endroits comme des villages isolés dans les montagnes de Zanjan, dans les plantations près de Kazvigne, dans les montagnes d'Alborz et sur la côte de la mer Caspienne, où ils espèrent être plus en sécurité. Mais ce genre de scène n'est plus nouveau en Iran. Cela s'est déjà produit en 1979 lors de la révolution iranienne, où cela a également commencé par le départ progressif de quelques personnes avant de devenir massif. Et maintenant, on dirait que l'histoire se répète. Mais cette fois-ci, c'est plus rapide, plus chaotique et plus dangereux. En 1979, environ 3 millions de personnes ont quitté l'Iran. C'était déjà énorme. Mais ce qui se passe aujourd'hui est encore pire. Dans la situation actuelle, on estime que 20 à 30% de tout Téhéran ont presque disparu, ce qui signifie que des millions de personnes ont quitté la ville. On peut le voir directement dans les rues où il y a énormément de trafic, de longues files d'attente dans les stations-service et un flot continu de voitures se dirigeant vers le nord. Ce n'est plus un départ normal. Selon les estimations, environ 50 à 60% des personnes évacuées viennent directement de Téhéran. Et si les combats s'aggravent encore, il est possible que le nombre total de personnes évacuées atteigne 5 à 7 millions. Selon le HCR, ce n'est pas encore la fin, et il est possible que le nombre continue d'augmenter tant que les troubles persistent. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Ce ne sont pas seulement les citoyens ordinaires qui partent, mais aussi les partisans du gouvernement. Les partisans du régime, maintenant, ce sont eux aussi qui partent. Ce n'est plus à cause de la politique, mais à cause de la peur et de l'incertitude. L'une des plus grandes raisons de cette panique est ce qui est arrivé au nouveau dirigeant, Mojtaba Khamenei. Selon des rapports, il a été blessé dans les premières 24 heures après avoir pris ses fonctions. Certains disent même qu'il est déjà mort. D'autres disent qu'il est dans le coma. La version officielle du gouvernement est qu'il est un jamba, c'est-à-dire blessé. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Avant, les guides suprêmes apparaissaient à la télévision, parlaient directement au peuple, donnant des assurances et montraient qu'ils avaient le contrôle. Mais maintenant,
il n'y a rien de tout cela. Le 12 mars, il a publié une première déclaration, mais il n'est pas apparu en public, et seul un message écrit a été diffusé. C'est la première fois que cela arrive. Et au lieu de rassurer, cela n'a fait qu'aggraver la peur. La situation reste dangereuse et les troubles persistent. Deuxièmement, la confiance du peuple disparaît. Même les plus loyaux commencent à douter. Parce que si le guide lui-même n'est pas capable de se montrer, cela provoque encore plus d'inquiétude chez les citoyens ordinaires. Pour beaucoup, Mujtaba était le dernier espoir du régime. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus le cas. C'est pourquoi les gens partent encore plus vite. Ce n'est plus simplement une question de prudence. C'est une fuite loin d'un gouvernement qui perd peu à peu le contrôle. Et à mesure que la confiance s'effondre, de plus en plus de gens veulent partir. Parce qu'à ce stade, il n'est plus clair qui détient le pouvoir. Le gouvernement fonctionne encore, mais sans direction. Et alors que les missiles continuent de tomber du ciel, ce n'est pas la seule raison pour laquelle la population diminue à l'intérieur de l'Iran. Il y a un problème encore plus profond. Il y a quelque chose qui se passe au sein même du gouvernement, et à mesure que la situation empire, la vie quotidienne normale disparaît peu à peu à l'intérieur de l'Iran. Les entreprises tout ferment parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement et il n'y a plus assez de personnes pour travailler. Les usines s'arrêtent parce qu'il manque d'électricité et que le transport a du mal à livrer les matières premières. Même les hôpitaux ont des difficultés à cause du manque de médicaments et d'équipements. Et les écoles sont obligées de fermer parce qu'elles ne sont plus sûres pour les élèves. Dans de nombreuses villes, on observe des changements inhabituels. Les routes autrefois pleines de voitures sont presque désertes. Les magasins sont fermés, les bâtiments sont vides. Ce n'est pas parce que la situation est calme, mais parce qu'il ne reste presque plus personne. Mais d'un autre côté, dans les provinces et les endroits plus éloignés, c'est le contraire qui se passe. Soudain, la population a augmenté et les endroits qui n'étaient pas très peuplés auparavant sont devenus bondés. À cause de cela, les besoins de base commencent à manquer. L'eau devient limitée. La nourriture s'épuise rapidement. Les hôpitaux se remplissent rapidement et ne peuvent plus accueillir tous les malades ou les blessés. Et au fil du temps, ce ne sont pas seulement les personnes déplacées qui souffrent, mais aussi les habitants locaux qui vivent dans ces endroits depuis longtemps. C'est ici qu'un autre problème commence, plus silencieux mais tout aussi sérieux. Il y a des tensions qui naissent entre les gens, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils manquent tous de ressources. Quand la nourriture manque, il y a de la compétition. Quand l'eau vient à manquer, des conflits éclatent. Et quand l'aide se fait rare, les reproches commencent. La situation devient progressivement plus difficile, même dans les endroits qui étaient autrefois sûrs. Alors que cela se passe à l'intérieur du pays, les gens n'espèrent plus que tout redevienne comme avant. Ils n'attendent plus de solutions claires. Ils ne font plus que ce qui peut aider. Pour survivre, ceux qui en ont les moyens partent. Ceux qui n'en ont pas cherchent un moyen de tenir, d'une façon ou d'une autre. Dans une telle situation, chaque jour se résume à la survie. Et c'est là que le plus gros problème ressort encore plus. La force militaire ne suffit plus. La technologie ne suffit plus. Ce qui s'est vraiment mis à l'épreuve, c'est la capacité d'un pays à prendre soin de ses propres citoyens. À ce stade, il est clair que le gouvernement est en difficulté. Les ressources sont insuffisantes. Le contrôle est insuffisant. Et la capacité de rétablir l'ordre dans le pays manque. Ce n'est pas un effondrement soudain qui se produit en un seul jour. Cela se produit lentement. Chaque jour, quelque chose disparaît, quelque chose se détériore et quelqu'un part, jusqu'à ce qu'on atteigne le point où il n'est plus possible de revenir en arrière. Et à mesure que cela continue de se produire, une chose devient de plus en plus claire. Le combat le plus difficile n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre ses propres faiblesses intérieures. Et dans ce genre de combat, il n'y a pas de solution rapide. Il n'y a pas une seule action qui puisse tout régler. Il faut du temps, des ressources et la confiance des gens. Mais dans la situation actuelle, c'est justement ce qui manque le plus. Et à mesure que la confiance continue de disparaître et que les gens continuent de partir, une réalité difficile à accepter se rapproche de plus en plus. Qu'un pays ne se détruit pas seulement à cause de la guerre, mais aussi parce qu'il perd peu à peu sa capacité à voler de ses propres ailes. Derrière tout cela, il y a un ennemi plus silencieux mais plus dangereux, qui n'est ni un missile ni une bombe, mais un problème qui existe depuis longtemps, la lente dégradation de la nature et des ressources de l'Iran.
À cause de la sécheresse extrême, des mauvaises méthodes agricoles et d'une mauvaise gestion, les principales sources d'eau s'assèchent peu à peu. Avant même que la guerre ne commence, les réserves d'eau de Téhéran avaient déjà diminué de près de 45%. Cela signifie que même sans conflit, les gens ont déjà du mal au quotidien. Rien que l'eau, il n'y en a déjà pas assez. Avant, les gens se déplaçaient vers la ville parce qu'ils quittaient dans les provinces pour s'installer dans les zones urbaines à la recherche d'une vie meilleure. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe, car les gens quittent la ville non seulement à cause de la guerre, mais aussi parce qu'il n'y a plus assez de ressources comme l'eau, la nourriture et d'autres besoins essentiels. C'est pourquoi des millions de personnes fuient vers le nord, dans des endroits plus froids où il y a plus de chances de trouver de l'eau. Mais même les soi-disant zones sûres sont déjà surpeuplées, car elles ont depuis longtemps atteint leurs limites et maintenant, à cause du grand nombre de personnes qui arrivent, elles commencent aussi à avoir du mal. Les zones rurales autrefois tranquilles rencontrent désormais leurs propres problèmes, car la population devient dense et il manque de nourriture, d'eau et de services essentiels, ce qui rend la vie difficile. Si cette situation continue, des choses bien pires pourraient arriver. On estime que le nombre de personnes déplacées pourrait atteindre 10 millions, ce qui représente près de 15% de la population totale de l'Iran. Ce n'est plus un simple problème d'un seul pays, cela deviendra une crise pour toute la région. Parce que si autant de personnes quittent le pays en même temps, les pays voisins seront affectés. Les systèmes humanitaires auront du mal à faire face. L'aide sera insuffisante et les ressources manqueront. Et c'est là que la question la plus importante se pose. L'Iran peut-il encore contrôler la situation ? Honnêtement, c'est presque impossible, car la guerre n'est pas leur seul problème. Il y a un problème encore plus profond à l'intérieur. La gestion même du pays est faible depuis longtemps. L'économie souffre depuis longtemps également. À cause des sanctions, de l'inflation élevée et d'une mauvaise gestion, le pays a peu à peu perdu ses alliés. La capacité du gouvernement à soutenir la population s'est affaiblie. La valeur de leur monnaie, le rial, a beaucoup baissé par rapport au dollar. Le gouvernement n'a presque plus assez de fonds. Autrement dit, ils sont déjà en difficulté sans guerre. Maintenant, il y a la guerre, une crise interne et des problèmes environnementaux. Et tout cela s'aggrave en même temps. Dans cette situation, une chose est claire. Le gouvernement n'a plus assez d'argent pour aider son propre peuple. L'Iran ne dispose pas des milliards de dollars requis pour loger, nourrir et soutenir sur le plan sanitaire des millions de personnes déplacées. Et c'est là que la situation s'aggrave encore plus. Car en plus de la guerre, il y a un autre problème de longue date qui n'est pas résolu, la crise de l'eau. Avant même que les combats ne commencent, il y avait déjà des manifestations dans différents endroits comme le Khouzistan et Ispahan, à cause de la sécheresse et du manque d'eau. Maintenant, la situation s'est encore aggravée. Parce que des millions de personnes qui ont fui Téhéran et les régions du sud ont afflué vers le nord. Dans des provinces comme le Mazandaran et le Gilan, proches de la mer Caspienne, ces régions ont aussi du mal car leurs ressources ne suffisent que pour leur propre population. Et maintenant, la population a soudainement doublé ou triplé. En conséquence, l'administration n'arrive plus à suivre, l'eau manque, la nourriture s'épuise rapidement et les services ne suffisent plus pour tout le monde. À cause de cela, des tensions et des conflits apparaissent entre les habitants locaux, car ils manquent à tous de ce dont ils ont besoin pour survivre. Dans une telle situation, même si les combats s'atténuent ou s'arrêtent temporairement, une autre question importante se pose. Les gens pourront-ils retrouver leur vie d'avant ? En réalité, ce n'est pas si simple, car le retour ne consiste pas seulement à rouvrir les routes. Il faut qu'ils aient encore une maison à retrouver, un travail et suffisamment d'eau. Mais autour de Téhéran, beaucoup de choses ont déjà été détruites, comme les usines, l'alimentation électrique et les systèmes de communication. Ce sont des besoins essentiels pour qu'une ville fonctionne. Pour rétablir l'électricité, l'eau et les chaînes d'approvisionnement, cela prendra des mois, voire des années. Et au-delà des dégâts matériels, il est encore plus difficile de rétablir la confiance du peuple envers le gouvernement. En raison de la disparition du dirigeant en public, du manque de contrôle clair et de la révélation des faiblesses de la gestion, le sentiment de sécurité s'est progressivement dissipé. Même ceux qui étaient autrefois loyaux au régime ne sont plus confiants. Ils préfèrent rester près des frontières, même si ce n'est pas sûr, plutôt que de retourner dans la capitale où il est évident qu'il y a des problèmes de gouvernance. Dans l'esprit de beaucoup, il vaut mieux l'incertitude qu'un endroit dont on sait qu'il est chaotique, et c'est là que l'on voit le véritable impact de la crise.
Ce n'est pas seulement la destruction des bâtiments ni la disparition du régime. C'est la perte de confiance du peuple en son propre pays lorsque le nombre de personnes ayant quitté l'Iran, à l'intérieur et à l'extérieur, atteint 10 millions. Cela ne signifie qu'une seule chose. L'État n'est plus capable d'accomplir ses fonctions de base. Il n'y a plus assez de sécurité. Il n'y a plus assez d'aide. À ce stade, il n'est plus réaliste de penser que l'Iran peut gérer la crise uniquement avec ses propres ressources. C'est pourquoi ils ont désormais besoin d'aide extérieure. Ce n'est plus une option, mais une nécessité qui exige l'aide de la communauté internationale, des Nations Unies et des pays voisins. Mais il y a un gros problème, car il n'est pas clair comment l'aide pourra arriver. L'espace aérien est fermé, la mer est dangereuse et les routes sont la cible d'attaques. C'est pourquoi la connexion de l'Iran avec le reste du monde est presque complètement coupée. À cause de cela, les passages les plus importants maintenant sont les frontières. L'une des plus critiques est la frontière avec la Turquie. Elle s'étend sur environ 560 km du côté ouest et nord-ouest de l'Iran. Et pour l'instant, c'est l'une des rares routes restantes pour entrer et sortir du pays. Le poste frontière de Kapakoy est devenu le plus fréquenté. C'est ici que passent de nombreux Iraniens qui veulent sortir. C'est aussi par ici que l'aide pourrait passer. Face à l'ampleur du problème, la Turquie s'est déjà préparée. Selon leur ministre de l'Intérieur, ils se sont préparés à 3 scénarios. Premièrement, essayer de contrôler la migration alors qu'ils sont encore du côté iranien afin d'éviter une arrivée massive à la frontière. Deuxièmement, construire des villes de tentes et des zones tampons près de la frontière afin que ceux qui partent aient un abri temporaire. Troisièmement, si les arrivées continuent, ils sont prêts à installer des personnes à l'intérieur de leur territoire. Ce n'est pas nouveau pour la Turquie. Lors de la crise syrienne, ils ont accueilli près de 4 millions de réfugiés. Ils sont devenus le plus grand pays d'accueil au monde. Ils ont donc déjà de l'expérience et leur gestion est bien organisée. Ils sont capables de construire rapidement et efficacement des villes de tentes, des logements en conteneurs et des abris temporaires. Leur agence de gestion des catastrophes, la FAD, dispose d'une logistique avancée et a déjà fait ses preuves lors de différentes crises comme la guerre, les tremblements de terre et les inondations. Le Croissant Rouge possède aussi un réseau efficace pour fournir nourriture, eau et aide médicale, qui pourrait désormais servir à nouveau l'Iran. Mais même avec une telle préparation, la situation reste compliquée car, à mesure que l'aide arrive, le nombre de personnes dans le besoin continue d'augmenter. Et plus le temps passe, plus la crise s'aggrave, non seulement pour l'Iran mais aussi pour toute la région. Mais il y a un rappel important venant du passé, de ce qui s'est passé en Syrie. Même si la Turquie a aidé des millions de réfugiés à l'époque, elle en ressent encore aujourd'hui les effets. Les près de 4 millions de réfugiés qu'ils ont accueillis ont laissé un impact profond sur l'économie, la société et la politique. Cela a créé des tensions. Le public est devenu sensible à la question des nouveaux arrivants. C'est pourquoi, même si la Turquie est prête à aider aujourd'hui, elle a aussi ses limites. Ils veulent aider, mais ils veulent aussi protéger leur propre pays. C'est pourquoi leur priorité maintenant est, autant que possible, d'empêcher l'arrivée d'un trop grand nombre de personnes à la frontière et de les maintenir pour l'instant du côté iranien. Ils savent combien il est difficile de gérer la situation quand le nombre augmente trop. Mais il ne s'agit pas seulement d'accueillir des réfugiés, une question encore plus cruciale se pose. Comment faire entrer l'aide humanitaire en Iran ? Si une zone tampon peut être établie à la frontière turque, cela pourrait marquer le début d'un corridor humanitaire. Une route permettant le passage de l'aide, comme de la nourriture, des médicaments, des couvertures et des kits d'hygiène. Depuis la Turquie, ces aides peuvent transiter vers le nord-ouest de l'Iran, notamment la province d'Azerbaïdjan occidental, via les postes frontières de Gourbulak et Kapakoy. La Turquie bénéficie d'un avantage ici. En janvier, ils ont construit une longue et solide infrastructure frontalière qui s'étend sur environ 380 km de route en béton. Il y a 203 tours optiques et 43 tours d'observation. Cela peut être utilisé non seulement pour la sécurité, mais aussi pour faciliter l'entrée et la distribution de l'aide. Ainsi, les mouvements à la frontière seront organisés et contrôlés. Mais il y a un gros problème car l'endroit est dangereux, surtout à Tabriz qui se trouve à environ 200 km de la frontière et qui continue d'être touché par des attaques. La défense aérienne ici est presque inexistante. Cela signifie qu'il n'y a aucune garantie de sécurité pour les convois d'aide. Même une mission humanitaire peut encore être touchée.
C'est pourquoi une coordination claire restait nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de la Turquie, mais aussi des États-Unis et d'Israël, afin de garantir la sécurité de l'entrée de l'aide, sinon la situation pourrait encore empirer. Maintenant, regardons de l'autre côté. Il existe une autre route possible via l'Azerbaïdjan. Par le poste frontière d'Astara, il était possible d'acheminer de la nourriture et des fournitures médicales vers des provinces comme Gilan et Ardabil. Cependant, ce n'est pas simple car les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran sont tendues, surtout après les récents incidents. L'armée azerbaïdjanaise est donc en alerte maximale. Cela signifie que même s'il y a une possibilité d'aide, il y a aussi des risques. En résumé, la situation est claire car il y a des volontaires pour aider, il y a des itinéraires et il y a des plans. Mais tout cela dépend d'une chose, à quel point chaque mouvement est sûr. Car dans ce genre de crise, même l'aide comporte des risques, et même si les discussions diplomatiques restent ouvertes, cela ne facilite toujours pas la situation sur le terrain. Parce que le problème maintenant ne dépend plus seulement des décisions des dirigeants, mais c'est la logistique elle-même qui s'effondre. Au poste frontière, l'un des plus grands problèmes est la foule et les longues files de camions qui avancent à peine. Depuis le début de la guerre, le trafic commercial normal s'est pratiquement arrêté. Le problème, c'est que l'aide humanitaire doit aussi passer par là, avec un seul passage utilisé, créant ainsi un goulot d'étranglement. Donc si la Turquie veut faire entrer de l'aide, les camions humanitaires ne peuvent pas simplement suivre le flux normal. Il faut une méthode spéciale avec des voies séparées, un processus douanier plus rapide, une sécurité assurée et un plan clair adapté à une zone de guerre. Sans cela, l'aide sera simplement bloquée et n'arrivera pas à ceux qui en ont besoin. C'est la même situation du côté de l'Azerbaïdjan. Le passage d'Astara est déjà très fréquenté même en temps normal. Alors avec la guerre, il deviendra encore plus un goulot d'étranglement. Pour que les camions d'aide passent, une coordination active du gouvernement azerbaïdjanais est nécessaire. Mais à cause des tensions et des incidents passés, ce n'est pas si simple. Si la guerre continue et qu'on atteint 10 millions de déplacés, les postes frontières ne pourront pas gérer un tel afflux. Nous avons déjà un exemple. Lors de la crise syrienne à Idlib, les frontières sont aussi devenues un goulot d'étranglement. Le résultat, c'est que des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées coincées, dormant dans le froid, manquant de nourriture et sans aide adéquate. Et maintenant, l'Iran se dirige vers la même situation, mais en pire parce qu'il y a plus de gens et que les conditions sont plus compliquées. À ce stade, il est clair que ce n'est plus simplement une crise humanitaire, mais un signe d'un problème beaucoup plus profond. Le système censé protéger les gens ne fonctionne plus. Le gouvernement, qui devrait fournir de l'aide, n'est plus capable de le faire. Et les longues files d'attente à la frontière, les gens qui attendent sans aucune certitude ne sont pas seulement une image de la souffrance. C'est la preuve d'un État qui s'arrête peu à peu. Les gens ne voient plus la capitale comme un lieu de protection. Ce n'est plus un symbole de sécurité. Au lieu de cela, ils la voient enfin comme une administration en ruine et un gouvernement qui n'est plus capable de protéger ses propres citoyens. À cause de cela, les gens continuent pointus de partir. Ce n'est plus seulement par peur des bombes, mais parce qu'ils ne croient plus qu'on les protégera. Les millions de personnes qui s'accumulent maintenant aux frontières de la Turquie et de l'Azerbaïdjan ne sont plus simplement en train de fuir. C'est désormais un grand bouleversement dans la dynamique de toute la région. C'est comme un tremblement de terre qui ne se fait pas seulement sentir à l'intérieur de l'Iran, mais aussi dans les pays voisins. À ce stade, le problème de l'Iran ne concerne plus seulement les ennemis extérieurs. Il ne s'agit plus seulement de menaces extérieures, c'est désormais une lutte pour survivre à l'intérieur de son propre pays qui s'effondre peu à peu. Un endroit qui perd ses ressources, perd le contrôle et surtout perd sa population. Car lorsque les citoyens eux-mêmes choisissent de partir, c'est le signe le plus clair qu'il y a un problème. Et maintenant, cela se voit clairement. Au fil du temps, les actions du gouvernement se sont restreintes, comme dans une partie d'échecs sans coup possible, ni prochaine étape claire. Et pendant que cela se produit, les fondations de tout l'ordre s'effritent peu à peu. Ce n'est pas à cause d'un événement soudain, mais à cause de l'accumulation de problèmes qui viennent d'exploser tous en même temps. Et face à tout cela, un pays s'effondre lentement sous les yeux du monde entier.